Jeudi 8 février 2024, retour sur la longue interview de Joe Pyfer à quelques jours de son premier main event, les raisons du camp de Benoît Saint-Denis en Bulgarie, on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et ce week-end, vous le savez, le main event de la soirée, ce sera Joe Pyfer contre Hermansson. Joe Pyfer qui s'est dit très heureux d'être déjà main event pour son 4e combat seulement au sein de l'organisation. Joe Pyfer, je rappelle qu'il a participé 2 fois au Dana White Contender Series. La première fois, il s'était gravement blessé, il était même pas sûr de pouvoir recombattre un jour. Il sentait bien suite à la première opération qu'il n'arrivait pas à revenir à 100%, il a donc été voir un chirurgien qui lui a dit « Écoute, moi je peux t'opérer, par contre il y a 70% de chances que ça se passe mal et que tu ne puisses plus jamais combattre. » Il s'est dit « Écoute, foutu pour foutu, je prends le risque, je tente l'opération. » Finalement l'opération s'est très bien passée. Aujourd'hui il n'est pas encore à 100% mais c'est suffisant pour pouvoir combattre. Il raconte d'ailleurs qu'il n'a jamais connu un bon camp d'entraînement, il a toujours été malade, blessé, cassé la main, etc. Il dit voilà, maintenant c'est comme ça, j'ai toujours réussi à gagner, donc quand tout va bien se passer, ça va être excellent. Il dit aussi que sa plus grosse faiblesse c'est son mental, et il a eu des gros épisodes dépressifs par le passé, et c'est ce qui pourrait encore lui coûter des combats aujourd'hui. Il a déjà une défaite par le passé qui met sur ce fait là, il dit voilà j'étais pas bien mentalement, j'y étais pas, ça m'a coûté la victoire, si je reste pas bien focus ça pourrait me réarriver. Avant de débarquer à l'UFC, il était plus ou moins à la rue, il vivait chez des amis, Dana White l'a beaucoup aidé, et il explique que suite à un de ses combats au Contender Series, je crois que c'était le 2e, il était hébergé chez un ami, son ami a fait une tentative de suicide 2 semaines avant le Contender Series. Finalement son ami est sorti de l'hôpital, il a disparu du jour au lendemain, lui il a appris qu'il devait quitter l'appartement parce que personne payait, il dit ouais c'était le gros bordel, heureusement Dana White a pris soin de moi, il m'a trouvé un appartement, etc. Et puis il dit forcément dès que je suis arrivé à l'UFC et que j'ai touché mon premier bonus performance de la soirée de $50,000, ça a été une grosse bouffée d'oxygène, il a pu prendre un peu de temps pour lui, il n'était plus forcé de remonter dans la cage trop rapidement comme c'était le cas par le passé, il en a profité aussi pour s'entourer de coachs notamment pour la préparation physique, chose qu'il n'avait jamais fait avant. Et concernant le combat de ce week-end, il pense que Hermansson va essayer de pourrir le combat, le coller à la cage, chercher beaucoup le takedown, surtout au début de combat. Et lui, il s'estime à 2 combats d'une chance pour le titre, mais pour ça, il doit être prêt, et surtout mentalement, encore une fois, il le dit, quand t'es champion, quand t'as le combat pour le titre, il y a tout un engouement médiatique autour de toi, et si t'es pas prêt, ça peut faire très mal. Quand on lui demande quelle est sa plus grande force aujourd'hui, même si on pourrait penser à sa puissance de frappe, d'ailleurs, il a battu le record de Francis Ngannou sur la punching machine à l'UFC Performance Institute, il explique que c'est son équipe, ses sparring partners, ses coachs, etc. C'est devenu une vraie famille pour lui, la famille qu'il n'a pas forcément eue quand il était plus jeune. C'est un partenaire d'entraînement de Paul Felder, Sean Brady, on en avait déjà parlé. Et il a eu un petit mot pour Bonical, il dit Bonical c'est un très bon lutteur, mais je pense pas que ce soit un combattant, quand il va commencer à prendre des coups dans le visage, on va voir de quoi il est vraiment fait. Écoutez, Pyfer, Bonical, c'est un peu 2 mecs qui montent. Pyfer a un petit peu d'avance aujourd'hui, mais c'est peut-être un combat qu'on verra dans quelques temps. Et déjà, le premier gros test pour Pyfer, c'est ce week-end contre Hermansson. Benoît Saint-Denis, on apprenait qu'il allait faire son camp d'entraînement en Bulgarie, on était nombreux à se poser la question pourquoi, et bah c'est tout simple, il l'a dit à Ariel Helwani, tous les ans il va passer 1 mois en Bulgarie pour perfectionner sa lutte, parce qu'il y a un très bon coach là-bas avec qui il s'entend très bien. Il dit là le voyage était prévu, le camp d'entraînement est tombé, j'ai décidé de ne pas annuler le voyage, donc je pars avec toute l'équipe, on reste 3 semaines là-bas, on fait une partie du camp, après forcément il s'envolera pour Miami. Il a aussi répété qu'il pensait pas affronter Poirier aussi rapidement dans sa carrière, là le prochain combat il était sûr que ça allait être Benel Dariush. Finalement son manager a réussi à lui avoir le combat contre Poirier, et puis il l'a répété, je le savais pas avant, mon manager il me parle de rien quand c'est pas sûr à 90%, parce qu'il veut pas que je commence à préparer un gars, puis finalement un autre, et ensuite un autre. Il dit donc non, moi je pensais que ce serait Dariush, mais voilà, je me préparais pas spécifiquement pour lui, on m'a dit que c'était Poirier, forcément je suis très content. Quand l'occasion s'est présentée, j'allais pas dire non. Et puis combattre Poirier à Miami, c'est un peu comme quand il a combattu Frevola à New York. Tu vas en terre ennemie et c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Et enfin, même si les 5 rounds ont été demandés par Poirier, il assure que le cardio ne sera pas un problème pour lui. On a aussi Hadji Maki qui combattra Clay Collard lors de la soirée champion contre champion du Bellator, combat qui est vu par beaucoup comme le main event des fans, on appelle souvent ça le main event du peuple, combat qui s'annonce très fun, et il en est très fier parce qu'il est pas content de sa dernière apparition dans la cage. Hadji Maki, il a dit ouais j'ai passé beaucoup de temps sur le dos, j'ai pas pu m'exprimer, je suis vraiment très très insatisfait de ça, et même s'il estime que ce prochain combat sera l'occasion de tester sa boxe, il sait aussi qu'il faudra être stratégique et amener le combat au sol si les choses tournent mal, le sol qui est potentiellement le point faible de Clay Collard. Et enfin, même s'il s'est dit convaincu d'être le meilleur poids plume de la planète, il pense que le vrai défi serait de devenir champion chez les poids légers.
On a Kayla Harrison qui va débarquer à l'UFC 300, vous le savez, contre Holly Holm. Elle expliquait que l'UFC pour elle c'est les JO du MMA et c'est ce qui lui manquait comme titre, c'est ce qui va la motiver. Elle voulait absolument le titre de l'UFC, il fallait y arriver à un moment ou un autre. Elle dit aussi que Holly Holm c'est le plus grand challenge pour elle dans la division. Alors là je suis moins sûr. Je pense qu'il y a des combats plus compliqués. Après, dans le sens où Holly Holm est une bonne strikeuse, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quand même des combats plus compliqués pour elle. Et vous savez, avant, elle combattait à 155, donc les poids légers. Là, elle va combattre à 135, ça fait une sacrée différence. Mais elle le dit, moi, je faisais pas de cutting, en fait. Je combattais à 155, mais le jour du combat, j'étais à 160 dans la cage. Donc j'étais toujours la plus mince. Là, ça va être différent. Je vais faire un cutting, j'ai déjà essayé. Et je peux vous dire que ça va changer beaucoup de choses. Toujours à l'UFC 300, on a Dana White, alors il a ressorti la flûte, il a ressorti le pipeau, appelez ça comme vous voulez. Il dit ouais, c'est un beau défi parce que moi je veux créer la plus grosse carte qu'on a jamais vue. Alors il dit ça, puis il va nous dire la même chose pour l'UFC Mexico City par exemple, au mois de pas Mexico City, mais l'UFC à la Sphère en septembre, on aura le droit à la même chanson, je vous le garantis. Il dit ouais, chaque combat sur la carte, ça pourrait être un main event à la fois d'un Fight Night et d'un pay-per-view. Bon, je peux vous dire que dans les commentaires, tout le monde lui demande qui sera le main event. D'ailleurs, pour le main event, il y a Thomas Pinal, il a dit « Moi, j'ai entendu parler de rien, mais je suis prêt à combattre à l'UFC 300 s'il y a besoin de moi. Je sais qu'Alex Pereira voulait m'affronter. Moi, j'ai rien contre Alex Pereira, mais s'il veut y aller, moi, je suis prêt. » Donc, est-ce que ça aura lieu? Je sais pas, ça part de rien. C'est juste Thomas Pinal qui dit ça. Et Dana White qui nous a parlé de Conor McGregor, il dit ouais, il va sûrement revenir cette année, probablement à l'automne. Donc ça sera pas le 300, ce sera pas le mois de juin comme avait dit Conor, peut-être à l'automne, écoutez, je sais pas, mais Michael Chandler, il a le temps de faire une tranchée dans sa cuisine, comme on dit, avec les 100 pas qu'il doit faire en attendant que le contrat tombe. Ilia Topuria, on disait qu'il était un peu arrogant, sachez qu'il est déjà en train de produire un film qui va s'appeler Road to the Belt, donc la route à la ceinture, et le film sortira après son combat à l'UFC 298. Alors il a tweeté, il dit ouais, vous pouvez dire que c'est de l'arrogance. Non, moi j'ai la foi, je pense que ça va arriver. Bon écoutez, Ilia Topuria, toujours très particulier et de plus en plus je trouve. Ensuite, on a Nico Price, ça faisait un moment qu'on l'avait vu, il a dit qu'il voulait combattre n'importe qui à 170, donc chez les poids welter. Et il y a Joachim Buckley qui dit ok, je t'ai entendu, vas-y on le fait. Et Nico Price il dit vas-y, je suis prêt. Donc Price contre Joachim Buckley, ça peut faire un très joli combat. On a Sean O'Malley qui a donné son avis sur le combat entre Merab Dvalishvili et Henry Cejudo, et lui il voit plutôt Merab s'imposer. Il dit voilà, pour moi Merab il est dedans, il est dans le game, il s'entraîne, il combat, alors que Cejudo j'ai l'impression qu'il est revenu juste parce qu'il avait plus d'argent. Alors moi j'irai pas jusque là, mais en effet je pense que Cejudo il est sorti du game. Alors on sait, hein, c'est un grand technicien Cejudo, la stratégie de combat, tout ça il connaît, mais moi en effet je pense que là c'est plus l'époque de Merab. Merab il est dedans, il est dans le mix, il a pas lâché. Cejudo il a fait des choses énormes, hein, il a été double champion, je le rappelle. Je pense qu'à un moment il s'est dit ouais, je pourrais pas faire mieux, il a arrêté. Il a vu que ça lui manquait et veut revenir, mais c'est jamais simple de revenir, et moi aussi en effet je vois plutôt Merab s'imposer dans le combat. La dernière fois qu'on a vu Anthony Smith dans une cage, malheureusement, il prenait un très méchant KO contre Khalil Rountree, combat qu'il avait pris encore une fois en short notice. C'était dangereux, il le savait, malheureusement ça s'est mal passé pour lui. Et là il le dit, moi peu importe contre qui je reviens, un mec qui est classé, un mec qui est pas classé, un mec qui est haut dans les classements, un mec qui est bas, tout ce que je veux c'est un combat fun, un mec qui va amener un combat fun. Vous le savez, hein, moi, Anthony Smith, là, je pense que c'est vraiment le moment de faire le point sur sa carrière. Il commence à manger des méchants KO. On sait que mentalement, il a eu quelques petits problèmes. Là, j'ai peur qu'on arrive sur la fin, qu'il tire sur la corde et que malheureusement, ça se finisse très mal pour lui. Il y a Justin Gaethje qui a tweeté le seul qui frappe plus fort que moi à l'UFC, c'est The Beast. Donc The Beast, c'est Derrick Lewis. Et après, il s'est repris, il a dit attendez, correction, il y a Conor McGregor aussi, faut lui donner du crédit quand c'est dû. Donc j'ai trouvé ça plutôt marrant. On a Mohamed Mokaef qui a posté une photo sur les réseaux avec une tonne de médailles, une tonne de ceintures, et il dit ouais, avant je combattais tous les week-ends en jiu-jitsu brésilien, en lutte, en boxe thaï, en MMA, tout ce que je voulais c'était gagner ou perdre, peu importe, je voulais être dans la compétition. C'est pour ça qu'aujourd'hui moi je m'en fous de qui est l'adversaire, quand est-ce que ça aura lieu, moi je veux juste des défis dans ma vie, et c'est comme ça que tu deviens fort mentalement. La collection de médailles elle est impressionnante. Et puis enfin la petite blague qui m'a beaucoup fait rire, il y a un mec qui poste la photo, donc la photo c'est CM Punk, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence, CM Punk à la base c'est un lutteur de la WWE, il était venu au MMA, forcément ça s'était très mal passé, et il dit ouais, ça c'est comment Ilia Topuria nous décrit Volkanovski. C'est vrai que Topuria arrête pas de dire que Volkanovski il est fini, qu'il va lui rouler dessus, etc. Ça m'a fait sourire. On termine avec une info box. Tyson Fury a donné ses 5 prochains combats, les combats qu'il voudrait. Alors il dit il y aura 2 fois contre Usyk, il y aura une fois contre Anthony Joshua, voire 2, et puis il y aura encore une fois Francis Ngannou. Donc ça nous annonce de très beaux combats. Après moi ce qui m'embête un peu avec la boxe anglaise, c'est qu'il y a toujours des clauses de rematch. Ça veut dire que là il va combattre Usyk, il y aura forcément un rematch. Il va combattre Joshua, ça se trouve il y aura encore une clause pour un rematch. Et je trouve que ça bloque un peu les choses parfois.
Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à la minute auditeur. Pensez comme d'habitude à vous abonner, à liker, ça vous coûte 0, moi ça me soutient. On se retrouve tout de suite. Et on commence avec Pierre Ménès qui me dit c'est vrai que Topuria peut paraître arrogant, mais faut pas nier qu'il nous a bien hype le combat quand même. Ouais, c'est vrai, il a vendu le combat, il essaye d'apporter un peu de lumière là-dessus. Volkanovski, c'est pas trop son cas, donc ça contrebalance. Maintenant, c'est vrai qu'il est quand même ultra arrogant et c'est un peu parfois le nouveau Colby Covington. Bon, j'exagère peut-être un peu. On a Jinkoa d'Autriche qui me dit ouais, Easy qui a une revanche versus Pereira, c'était logique car c'était le Adesanya ex-champion avec sa série de défense. Je suis d'accord avec toi. Le Easy qui a une nouvelle chance au titre après son revers face à Strickland ne sera pas légitime sportivement car il n'a jamais défendu son nouveau trône. Tu vois, c'est ce qu'on disait hier. S'il y a un combat contre Duplessis a lieu, ce ne sera que du marketing. Bah ça c'est sûr que le combat en plus il est offert sur un plateau. Hein. Les deux se chauffent depuis un moment. Les deux sont africains. Voilà, s'il y a un UFC qui doit se faire surtout en Afrique, ce serait magnifique. Même n'importe quand, je pense que là le combat il est facile à vendre. Ensuite, tu me dis que Covington contre Gilbert Burns, c'est trop risqué pour l'américain, encore plus si c'est le Covington qui a affronté Edwards. L'anglais est excellent, mais Colby était à un niveau moindre qu'à l'époque de son premier combat contre Ousmane, blessure ou pas. Par contre, comme tu l'as bien dit, un match contre Stephen Thompson serait tout indiqué, aussi bien stylistiquement que rankingement. Le lutteur restera top 5 en cas de succès. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, on en a parlé hier. Et tu me dis, le seul moyen pour Kevin Lee redevienne crédible pour son retour à la compétition, ça serait déjà de redescendre dans lightweight. Alors ça, je l'ai pas dit dans la vidéo d'hier, mais lui, il l'a dit. Moi, je reviens en poids léger parce que poids léger, faut que je cut, faut que je sois sérieux tout au long de l'année et j'ai besoin de ça. En poids welter, j'avais besoin de prendre du poids et j'étais pas à l'aise. Et ensuite, d'affronter un gars proche du top 15 au style favorable comme Matt Frevola, c'est pas bête, ou le vainqueur de Miller Green. Je crierais voir un Lee contre Moïcano, mais le Brésilien est trop haut classé pour lui. Par contre, Moïcano, vu avec sa grande bouche, je pense qu'il serait content d'affronter Kevin Lee, qui est un peu pareil dans le même style, mais c'est vrai que pour le ranking, ça ferait pas trop de sens. Et tu me dis, Moïcano, je le verrais bien affronter Jalin Turner, ça ferait un super combat, je suis d'accord avec toi. On a TNSN qui me dit le problème de la KT des moins de 84, c'est que plein de monde pense avoir un title shot. On a Easy qui peut revenir, Vettori va le demander à mon avis, Khamzat on lui a promis, Whittaker ou Costa vont également sûrement le demander. Tant de monde pour une place alors que Dricus veut principalement combattre Easy en Afrique du Sud. Ouais, c'est le problème, c'est que ça bouchonne. C'est une catégorie où ça bouchonne beaucoup les middleweight. Maintenant, voilà, c'est comme ça, mais ouais, je suis d'accord que là, il suffirait qu'on tombe sur un champion qui n'est pas actif, qui défend pas, ça va être la catastrophe là-dedans. On a les deux fins de la banane qui me dit t'as l'air de bien sentir les choses, ce serait chouette que tu me donnes tes prédictions en vidéo pendant la Fight Week. Alors honnêtement, le week-end dernier on a gagné le pari, j'avais parié sur Moïcano. Maintenant mes paris, je t'avoue que c'est un peu en dents de scie, hein. J'ai pas tant de flair que ça. Et tu me dis pour Adesanya, je l'ai toujours trouvé surcoté du fait de la catégorie 84 qui manquait de tueurs. Maintenant qu'on a au moins 6 prétendants sérieux à la ceinture, ça me ferait chier de voir un Easy de 35 ans revenir à une place de number one contender. Mais bon, il rapporte, alors regardons le tous se faire fumer en série par au choix Allen, Chimaev, Nika, Limavov, Pfeiffer, Kopilov. Alors, moi je suis d'accord, moi Adesanya, ce que je reprochais, je l'ai déjà dit, c'était de combattre comme un champion. C'est-à-dire faire le strict minimum, ne pas vraiment aller à la bagarre. Après ça marchait, hein, je comprends qu'il voulait pas perdre, mais moi c'est ce que je reprochais à Adesanya parfois, c'est d'être un peu trop sur la défensive, hein, ses combats contre Romero, contre Vettori. Je comprenais pas, contre Vettori, il y a des mecs qui disaient ouah, il l'a surclassé, il est largement au-dessus. Moi je disais bah en fait il a pas perdu, il a pas pris de risque, c'était un peu ce que je lui reprochais. Et puis tu me dis Topuria, le Connor de la Jonquiera, façon Wish, joue Tapila. Il va soit voir sa notoriété exploser s'il gagne, soit il va finir en même pendant des années. Connor pouvait se permettre un trash talking assez osé parce qu'il savait qu'il avait the touch of death. C'est pas le cas de Topuria et Volk est un animal à part, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit le premier de l'histoire à gagner un championnat du monde à son âge. Topuria a trop joué avec les nerfs du dieu Karma à mon avis, il devrait bientôt payer la note. Et moi je suis d'accord parce que j'ajouterais que Conor McGregor, surtout c'était marrant. Conor McGregor, c'était pas que te dire, je parle du Conor McGregor des bonnes années, hein, pas quand il y a eu Khabib, etc. Mais tu vois, c'était marrant, c'était pas juste, ouais, je vais te défoncer, je suis meilleur que toi, t'es nul. Non, il y avait de la blague, il y avait de la recherche, c'était rigolo, en fait, ça faisait rire tout le monde, mais ça s'achète pas, t'as des mecs qui disent un truc qui font rire tout le monde, t'as le mec qui dit la même chose et ça fait de la peine. Mais ouais, c'est totalement différent. Et en parlant de trash talk, c'est vraiment très très bizarre de ne pas entendre Yann Gary en ce moment, vraiment bizarre, comme quoi des fois les retours de bâton, ça peut faire une leçon. De là à dire que cette shitstorm l'a affecté au point de le perdre, la partie psycho du combat, et donc le combat, il n'y a qu'un pas que je m'en vais franchir également. Ouais, bah après, Yann Gary, c'est vrai qu'on l'entend plus trop, bah t'as beaucoup parlé, tu tombes malade, t'annules le combat, si tu passes un peu pour un con. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner, puis bon, Geoff Neal, j'ai l'impression qu'il peut vanner Geoff Neal autant qu'il veut, ça va pas trop le faire réagir, Geoff Neal, il est pas là-dedans, je pense que c'est plutôt le bon père de famille, je sais pas s'il a des enfants, hein, mais c'est l'image que je m'en fais. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 17h, passez une bonne soirée et salut.